Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Et on est mardi, oui, on est mardi, on n'est pas lundi. Exceptionnellement, un petit changement de programme. C'était compliqué de le faire hier, donc voilà, pour bien faire les choses, autant les faire aujourd'hui. Bonsoir, en tout cas, ravi de vous retrouver après une semaine assez chargée. Bonsoir à ceux qui sont déjà présents dans le chat. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent là en replay, parce que des gens vont nous écouter en replay, que ce soit sur YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast, hein. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, etc., etc. Vous connaissez la chanson, des pouces, les commentaires, blablabla. Je rappelle qu'on est en direct généralement, donc je le disais, tous les lundis à 22 h. Bon, voilà, là, non, c'est mardi, c'est pas grave. Je vois que vous êtes là, je vais saluer ceux qui sont présents dans le chat. Al-Rami, Remper, le Mexicain du coin, ma foi, Chris Al-Rami, Carole, Zushi et Red, bonsoir messieurs. Voilà, on est donc de retour pour Lucarne américaine, 4e épisode. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, bon, là, je vois qu'il y a quand même quelques habitués, mais quand même, on va le rappeler parce que peut-être que des gens découvrent. On va passer 1 heure à peu près à faire un petit peu le tour des Amériques en sélectionnant, en divisant l'émission en 2 parties essentiellement. Dans un premier temps, on va revenir sur quelques news, quelques informations marquantes de la semaine passée sur l'ensemble du continent américain, je le disais, du nord au centre, au sud, enfin voilà, hein, du nord du Canada jusqu'à la Patagonie chilienne ou argentine, choisissez laquelle est la plus au sud. Et ensuite, une deuxième partie dans laquelle on va traiter un dossier, le programme de la soirée. On va donc commencer par des news, on va se promener entre le Brésil, le Mexique, et parler un petit peu d'une annonce que je vais vous faire, hein, qui va concerner notamment Lucarne Opposée dans le mois prochain. On en reparlera juste après. La deuxième partie, ça sera un dossier où on va s'intéresser à ce que j'appelle les nouveaux trafics de mineurs. On va parler un petit peu de ces gamins qui viennent signer un petit peu partout en Europe, qui sont pillés dès le plus jeune âge par certaines puissances européennes, en grande partie. On va parler un petit peu de tout cela, de voir justement au niveau de la législation et voir quelles conséquences cela peut avoir sur l'avenir. Alors de ces gamins, ça, on va avoir du mal à le savoir, mais en tout cas sur le football et les footballs locaux, ça peut en avoir. Voilà, c'est à peu près le programme. La dernière partie, vous la connaissez peut-être, sinon voilà, vous allez découvrir. C'est les Golasso Hello avec une petite mise en garde cette semaine. Vous allez voir, vous allez être servi. Il y a du choix, il y a vraiment du choix. Mais ça sera en fin d'émission. Dédicace à Hendrik Victor Roque, Kendry Paez. Ah ben, on va y aller là-dessus. Alors, ami, ça sera dans le dossier. Voilà. J'espère que vous êtes confortablement installés. Donc, je le disais. Et puis on va pouvoir, comme ça, on va pouvoir démarrer directement. On va ouvrir avec les news de la semaine. Avec un jiggle qui marche, c'est pas beau ça. Non, il n'y aura pas de... Alors, avant de partir sur les news de la semaine et pour répondre à ta question, Red, je ne mets pas de but inscrit dans les compétitions continentales de la CONMEBOL, sinon c'est le strike automatique. Donc voilà, si je veux pas faire fermer la chaîne en moins de 10 secondes. Pour mémoire, on avait fait un live final de Libertadores il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans, celle-là, où j'avais mis un tout petit bout du générique de la Copa Libertadores, d'un tweet qu'ils avaient passé voilà, sur Twitter. Il y avait moins de 10 secondes et la chaîne Twitch avait été bannie pour 24 heures. Donc aucune image de compétition continentale. Donc les buts inscrits sur les compétitions continentales de la CONMEBOL ne sont pas éligibles. Ouais, la dictature de Tonton Dominguez, ils sont très très chauds là-dessus, hein. Et puis je peux t'assurer qu'ils réagissent vite parce que le live Libertadores avait sauté, mais dans les 3 minutes qui avaient suivi ça. Bref, pire que la LDC, c'est ça, c'est exactement ça. Bref, bon, c'est pas grave, c'est comme ça, mais vous allez voir, il y a de quoi s'amuser dans les Golasso Hello. On va démarrer donc, je le disais, par les news de la semaine et on va débuter notre tour du continent, forcément, parce que c'est la grosse actualité et c'est pas l'actualité la plus drôle. On va commencer par le Brésil, on va commencer par ce qu'il se passe, notamment du côté du Rio Grande do Sul. Vous le savez peut-être ou sans doute, enfin j'espère pour vous, que fin avril et début mai, les États du Rio Grande do Sul et de Santa Catarina ont été durement frappés par des inondations qui ont été considérées même comme les pires traversées par le pays depuis plus de 8 décennies, depuis 1941. Vous voyez cette image aérienne, ça vous donne un peu l'ampleur, l'immensité de la chose. Pour vous donner... juste à titre d'information, il est tombé 1/3 de la moyenne historique annuelle de précipitations entre le 26 avril et le 2 mai. 67% du territoire du Rio Grande do Sul ont été touchés et plus de 400 villes ont signalé donc forcément de forts dommages.
Il y a eu évidemment des réactions. Je vais vous montrer plusieurs images. Vous voyez par exemple l'aéroport de Porto Alegre. Le 5 mai, le gouvernement fédéral avait annoncé, hein, avait déclaré l'état de calamité publique. La crue du lac Guaíba, qui entoure, hein, la capitale Porto Alegre, a atteint 5 mètres. Alors j'ai le chiffre exact, 5,33 m, et justement elle avait dépassé la crue historique de 1941. Vous voyez sur les images un petit peu ce que cela donne. On ne va pas entrer dans le débat sur la notion de catastrophes météorologiques annoncées par les rapports du GIEC, etc., réchauffement climatique et tout. Non, on va se focaliser un petit peu quand même sur ce qui s'est passé, ce qui se passe, et les conséquences. On se doute que c'est des conséquences avec des événements avec lesquels il va falloir faire maintenant, hein, justement, à cause de toutes ces histoires de réchauffement climatique. On va revenir dans un instant là-dessus parce qu'il y a d'autres pluies qui sont annoncées. Et donc forcément, alors, on va tout relativiser, on va parler de football. Nous, on va quand même avoir une pensée justement pour tous les gens qui sont, voilà, qui sont concernés. Je vous donnerai le bilan tout à l'heure au 19 mai. Hein. Je n'ai pas été voir le bilan aujourd'hui, mais le bilan au 19 mai est absolument terrible. Ça risque d'empirer forcément parce que ça risque de continuer. On va s'intéresser justement sur les conséquences au niveau du football. Ça a été dit dans le chat, hein, le stade de l'International fait trempette. Ouais, je vais vous le montrer dans un instant. Ce stade de l'Inter, je peux même vous le montrer tout de suite. Je peux même vous le montrer tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble, hein, à peu près. Pour le stade de l'International, ça c'était au moment de la crue. Hein. Ils ont depuis, ça a un petit peu, c'est revenu. Hein. Ils sont en train maintenant de réparer. Il va falloir réparer. Justement, au niveau du football, vous voyez les infrastructures. Il y a eu des matchs qui ont été annulés pour les clubs gauchos, l'Inter, Grêmio et Juventud, qui sont des clubs de Serie A. Et les matchs ont été annulés jusqu'au 27 mai. Et la CBF, elle, de son côté, elle a quand même un petit peu tardé. Elle a un petit peu, je sais pas si on peut dire hésité ou voilà, mais elle a un petit peu tardé et elle a fini quand même par céder, on va dire, un petit peu à la pression pour justement annuler les deux journées suivantes, les journées 7 et 8 du Brasileirão. Il y avait 15 clubs qui avaient qui ont voté pour que le championnat soit suspendu. Il y avait 11 clubs qui avaient envoyé une sorte de demande, on va dire presque une pétition auprès de la CBF justement pour faire cette suspension-là. Et je le disais, elle a tardé, elle a mis 2 journées, hein, à peu près pour vraiment stopper son championnat. Ça veut dire que pendant ces 2 journées-là, Inter, Grêmio et Juventud n'ont pas joué, donc ils ont 2 matchs de retard. Tout ça pour dire que le championnat brésilien, vous le voyez, est suspendu jusqu'au 1er juin. Les clubs engagés dans les compétitions continentales, on en parlait à l'instant, que ce soit Grêmio ou l'Inter par exemple, eux vont bien être obligés de reprendre après le 27 mai, ils vont reprendre, et parallèlement à tout cela, il y a eu tout l'ensemble des clubs, hein, on va pas se mentir, l'ensemble des clubs de la Serie A ont mené des actions justement pour venir en aide aux populations sinistrées. On sait à quel point les clubs sont impliqués, hein, voilà, en soutien des populations. On va en citer quelques-uns, notamment l'Atlético Mineiro qui a organisé un entraînement payant pour recueillir des dons. En gros, concrètement, je crois qu'il fallait payer 10 ou 20 reais pour entrer et assister à l'entraînement. Ils ont récolté, et donc ça leur permettait aussi de récolter des dons. Ils ont récolté plus de 670 000 reais. Ils ont envoyé d'ailleurs une sorte de bilan, hein. Je vous montre juste un exemple. Ça, c'est un exemple d'un communiqué de presse qu'on a reçu de la part de l'Atlético Mineiro. Ils ont fait un bilan de tout ce qu'ils ont récolté. Ils ont récolté de l'argent, ils ont récolté des biens matériels, des biens alimentaires aussi, pour l'envoyer dans le Rio Grande do Sul. On a appris d'ailleurs que Hulk a fait un don de 100 000 reais. Je crois que ça fait à peu près, je vais dire une bêtise, mais je crois que ça doit faire aux alentours des 18 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, l'ensemble des clubs de Serie A ont lancé des campagnes. Alors, il y a eu Bahia, Vitória, Santos, Vasco et Cruzeiro notamment qui ont lancé des campagnes de vente aux enchères des maillots. Certains des maillots dédicacés, vente aux enchères dont justement, hein, l'argent récolté sera envoyé en soutien pour aider les victimes de ces inondations. Ils ont aussi mis en place des points de collecte où on peut amener des denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments, enfin voilà, tout ce qui peut être utile forcément aux populations sinistrées. La CBF, elle,
parce que j'en parlais il y a un instant, a lancé aussi une campagne. Je vous mets un extrait d'un tweet. Elle a lancé une campagne dans laquelle elle annonce donner 1 million de reais et donc ouvre en même temps une campagne au don. Je mettrai le lien dans la description sur les replays. Et elle a fait aussi une vidéo dans laquelle plusieurs joueurs de la CD100, il y a Vini, etc., qui voilà, font un appel au don. Elle va mobiliser ses sponsors, forcément là-dessus. Tout le monde se mobilise, tout le monde mobilise les sponsors. Alors on va s'intéresser, on va s'attarder un petit instant quand même sur les premiers concernés, et en particulier Inter et Grêmio, et même en particulier l'Inter, parce que le club a mené énormément de campagnes, d'actions. Ils communiquent d'ailleurs systématiquement sur les avancées météorologiques, etc. Ils ont mené des campagnes d'appel aux dons, de recueil, de collecte de biens, je le disais à l'instant, alimentaires, pharmaceutiques, etc. Les joueurs sont impliqués aussi. Si vous avez des images, c'est la page web, la page d'accueil du site de l'International. Donc voilà, vous voyez au moins c'est carré. Je vais en profiter pendant ce temps-là pour vous montrer aussi un petit peu. Ils ont lancer une campagne de communication. Il y a une vidéo qui est un petit peu longue, donc si vous êtes sur un podcast, je vous invite à venir sur YouTube. Là, vous êtes en direct, vous la voyez, où justement, on voit aussi un petit peu l'étendue des dégâts, notamment du côté du Beira Rio. Donc ça vous permet de mesurer la violence quand même de ces inondations-là. Ils ont fait des campagnes pendant une quinzaine de jours où ils ont reçu des milliers d'articles qu'ils ont immédiatement envoyés aux habitants les plus touchés par les inondations. Et ils avaient publié une sorte de premier bilan de ce qu'ils avaient réussi à collecter. Vous voyez à l'image, il y a des joueurs qui participent aux collectes. Ils ont, je vais vous donner le détail parce que c'est quand même pas négligeable, ils ont récolté 18 millions de tonnes de nourriture, 2000 paniers de produits alimentaires de base, plus de 12 000 litres d'eau, près de 8 000 litres de lait, 300 matelas, 4 600 couvertures, 17 000 kits sanitaires et hygiène et pour le nettoyage, etc. Plus de 68 000 vêtements. Vous voyez qu'ils ont mené une collecte quand même ultra impressionnante, ultra dense. Ils ont aussi distribué plus de 15 000 repas aux réfugiés de Porto Alegre et de la région métropolitaine. Et la vidéo que vous voyez tourner actuellement, qui vous montre donc, je le disais, les dégâts, c'est une vidéo qu'ils ont publiée pour montrer leur engagement, rappeler leur engagement, et ça paraît assez fou, mais je le disais, ils sont obligés de reprendre les compétitions. Justement, c'est ce qu'ils disent dans cette vidéo, que le football, entre guillemets, ne va pas les attendre et qu'ils sont obligés de reprendre. Et ils annoncent aux supporters, ils s'excusent du fait qu'ils vont devoir partir. Pour se remettre en route, en fait, concrètement, pour réinitier des entraînements et tout. Donc, ils s'excusent quasiment auprès de leurs supporters en disant « On reviendra, vous inquiétez pas, on va revenir. On doit s'exiler parce qu'il faut qu'on bosse. On a des prochains rendez-vous qui arrivent. Il y a de la compétition continentale qui devrait jouer probablement du côté d'Ituano. Mais voilà, ils s'excusent et ils disent qu'ils vont revenir. Il y a eu dans les actions qu'ils ont menées, je vais couper la vidéo, dans les actions qu'ils ont menées, c'était pas le bon visuel que je voulais mettre, ils ont aussi fait comme a fait derrière l'Atlético Mineiro, ils ont fait un entraînement, et un entraînement qui disent un entraînement solidaire. Concrètement, l'idée, alors là, c'était pas payant, même si on pouvait faire des dons, mais pour assister à cet entraînement, il fallait s'inscrire et apporter des denrées non périssables. Et donc, ils ont fait cet entraînement qu'ils appellent l'entraînement solidaire. Et vous voyez, ça a eu un vrai succès. Il y a eu beaucoup de monde qui est venu assister, montrer son soutien. Donc, voilà, ils sont mobilisés. Je parle beaucoup de l'Inter, mais j'ai pas parlé de Grêmio, mais Grêmio se mobilise également. Et c'est tombé là, mais alors vraiment une demi-heure avant qu'on démarre l'émission, pour tout vous dire. Les deux clubs ont publié une vidéo que je vous montre. Donc pareil, si vous nous écoutez en podcast, regardez, vous pouvez aller sur YouTube. Forcément, ceux qui sont tous avec nous en ce moment, vous le voyez. Ils ont publié une vidéo justement où les deux clubs se sont associés. Ils ont lancé un site web que vous allez voir à la fin de cette vidéo, je mettrai aussi le lien, dans lequel, un site web commun, d'où le Juntos, ensemble, dans lequel ils invitent justement leurs supporters ou des entreprises à venir sur ce site web. Ils leur donnent les méthodes, les contacts. Alors si vous êtes supporter de Grêmio, vous allez avoir un contact Grêmio. Si vous êtes supporter de l'Inter, vous allez un contact Inter. Et en gros, leur idée, c'est de dire aux entreprises, si vous venez, si vous participez à cette campagne, on vous affichera, nous, parmi tout simplement parmi nos partenaires, etc. Donc c'est aussi un autre moyen de lever des fonds. Alors il va falloir évidemment
pour tout le monde retrouver le chemin des terrains. Je le disais, ça va démarrer. Alors, le championnat jusqu'au 1er juin, donc il reste en gros une dizaine de jours. Là, les compétitions continentales, c'est la semaine prochaine. Ils se sont tous les deux exilés, je le disais. Grêmio était du côté de Sao Paulo. On ne sait pas encore, c'est pas encore officialisé, hein, l'endroit où ils vont pouvoir accueillir les matchs de compétition continentale. Et quand même, il y a eu quelques questions qui ont été posées sur la possibilité de donner une sorte d'immunité aux représentants du Rio Grande do Sul, un petit peu à l'image de ce qui avait été fait en Turquie, souvenez-vous, après le terrible tremblement de terre, où par exemple Gaziantep et Hatayspor avaient justement, bon, c'était pas les mêmes effets, quoique, voilà, hein, il y a eu des conséquences aussi, avaient eu l'immunité, hein, tout simplement, dans le championnat, ils ne pouvaient pas être relégués. Alors cette question, elle est venue sur le devant de la scène, donc voilà, elle s'est posée, Ednaldo Rodriguez, le fameux président de la CBF, le fameux meilleur ami de John Textor, lui, il a mis fin au débat direct, il a dit qu'il était contre tout cela. Alors, on va conclure là-dessus, on va attendre parce que pourquoi je disais que c'était important? Oui, oui, c'est exactement ça, alors ami. C'était beaucoup plus, entre guillemets, beau. On va pas hiérarchiser les catastrophes, hein, mais c'est vrai que les clubs turcs, il y en a un des deux qui avait été touché par le décès d'un de ses joueurs aussi, si je me souviens bien. Attention quand même, parce que de nouvelles précipitations sont annoncées cette semaine, à partir de demain, même à partir de la nuit prochaine, il me semble. Donc attention quand même, on va espérer que, voilà, que ça soit derrière, mais attention, il y a de nouveaux risques, il y a de grosses inquiétudes. Donc voilà, on va juste conclure ce passage. Justement, on a parlé de football, on a parlé de comment le football s'adapte, comment le football aussi est un acteur, justement, avec ces clubs-là, pour venir en aide aux populations sinistrées. On va quand même penser essentiellement aux populations sinistrées. On va rappeler un petit peu le bilan donc au 19 mai. Les inondations, elles auraient pour l'instant causé des pertes d'environ 4,6 milliards de reais, ça fait plus de 800 millions d'euros. Forcément, il y a des célébrités qui se sont manifestées. Le gouvernement du Rio Grande do Sul a lancé une campagne via une plateforme qui s'appelle Pix. Je peux vous mettre l'image, il y a un QR code, donc on peut faire des dons via cette plateforme-là. Je mettrai les liens dans la description sur les rediffs. Et pour info, donc, au 19 mai, 463 villes sont touchées. Plus de 658 000 personnes se sont retrouvées sans abri. Il y a 157 personnes décédées, 88 portées disparues. C'était le bilan au 19 mai, il risque de malheureusement d'empirer, je le disais, parce que de nouvelles précipitations sont attendues à partir de ce mardi. On espère que non, on espère que voilà, mais je le disais tout à l'heure, et c'est aussi ce que montrait cette vidéo, l'heure va être aussi à la reconstruction et à penser un petit peu les plaies aussi bien que l'on peut. Mais voilà, c'était important de parler de ces inondations qui touchent le Rio Grande do Sul et d'avoir une pensée forcément pour les personnes sinistrées. Je le disais, si vous avez envie, la possibilité et l'envie de faire des dons, je mettrai absolument tous les liens qui ont été partagés que ça soit par le gouvernement du Rio Grande do Sul, par la CBF, les liens partagés par le club de Grêmio et de l'Inter ensemble, hein, donc. Comme ça, voilà, vous pourrez y aller si vous avez envie. On va aller sur quelque chose d'un peu plus léger, forcément. On va revenir au football. On va aller sur du beaucoup plus léger, pour le coup, sur la deuxième nouvelle de la semaine. Je le disais, l'émission, elle sert aussi à ça, à combler un petit peu l'absence de possibilité de rédiger des articles, parce que, je vous l'ai déjà expliqué, hein, il y a beaucoup de championnats que je suis, mais sur lesquels je n'ai pas forcément le temps d'écrire. Emploi du temps un petit peu chargé, on va dire, en ce moment. Ça fait quelques mois que ça dure, donc c'est un petit peu compliqué. On avait fait cela sur la Bolivie il y a quelques semaines, il y a quelques émissions. On avait parlé de la finale en approche. On était même revenu sur la pré-finale. Vous savez quoi? On va faire exactement la même chose sur le Mexique, et je sais que ça va faire plaisir à quelques personnes qui sont dans le chat. On va aller au Mexique, on va parler de cette Liguilla mexicaine qui est sur le point de se terminer. Je vais vous montrer le tableau de cette Liguilla du Clausura 2023. Pour vous expliquer, pour ceux qui ne sont pas habitués un petit peu, et ça paraît un petit peu compliqué comme ça quand on voit toutes ces petites flèches et tout, pour vous expliquer un petit peu, il y a 18 équipes dans la première division mexicaine, en Liga MX. Les tournois, je parlais de Clausura parce qu'il y a un Clausura et un Apertura, et un tournoi d'ouverture, un tournoi de clôture, c'est-à-dire que la saison est divisée en deux parties de 17 matchs pour une phase régulière, et ensuite il y a une phase de play-off qu'on appelle la Liguilla. Et cette Liguilla
10 équipes peuvent y participer. Les 6 premiers sont automatiquement qualifiés pour les quarts de finale. Les équipes classées de la 8e à la 10e place, elles participent à ce que l'on appelle une sorte de play-in, je crois que ça s'appelle comme ça en NBA, qui lui permet, en gros, pour essayer de décrocher un billet d'accès. Vous voyez que le chemin est un petit peu plus compliqué, hein, quand même. Le 7e affronte le 8e, le vainqueur se qualifie pour les quarts de finale. Le perdant, lui, va affronter le vainqueur du match entre le 9e et le 10e. Vous le voyez, c'est ainsi que Pachuca a perdu face aux Pumas et s'est retrouvé sur un dernier barrage. C'est écrit en plus play-in. J'ai dit play-in, je cherchais, c'est écrit dessus. Bref, c'est comme ça que Pachuca s'est retrouvé à devoir affronter Necaxa sur un dernier match pour ensuite tomber en quart de finale. Les quarts de finale, vous voyez les affiches, il y avait l'América face à Pachuca, donc le Cruz Azul face aux Pumas. Toluca affrontait les Chivas et on avait un Classico Regio entre les Rayados et Tigres. Vous voyez que les matchs ont avancé, qu'on a eu ensuite un Classico national entre l'América et Chivas, qu'on a eu un Cruz Azul Rayados et que la finale qui va être prévue à la fin de la semaine, je vais y revenir dans un instant, sera encore un classico, puisque c'est le classico Roven entre l'América et Cruz Azul. On va y revenir dans un instant, on va essayer quand même de tirer quelques petits enseignements, quelques points, je vais essayer de vous résumer très vite, je ne vais pas revenir sur les matchs. Alors parce que je ne les ai pas tous vus, il y en a que j'ai vu, il y en a quelques-uns que j'ai vus, un petit paquet, mais pas tous, mais juste, on va pas faire ça, parce que vous imaginez, c'est des matchs aller-retour à chaque fois, donc là on en a pour 8 heures, non, on va faire un petit peu quelques points. Marquant. Le premier, le plus fou, parce qu'on est au Mexique aussi, le plus fou, c'est la malédiction des Rayados et surtout la malédiction de leur entraîneur, Fernando Ortiz, El Tano Ortiz. On est très très friand de malédiction au Mexique. Je vais en parler dans un instant avec Cruz Azul, qui est le symbole des malédictions. Il y a eu l'Atlas pendant une période. Parce que je vous l'ai dit, les Rayados ont remporté le Classico Regio en quart de finale et ils se sont fait sortir par Cruz Azul en demi-finale, alors que, par exemple, ils ont absolument, totalement dominé le match retour. C'est incroyable, que je ne sais pas comment ils ont pu choc comme ça. Et je parlais de malédiction, celle du Tano Ortiz, elle est quand même assez violente. Imaginez quand même que ce garçon, sur les 2 dernières années, s'est fait taper 6 fois en demi-finale. En demi-finale du Clausura 2022, de l'Apertura 2022, du Clausura 2023 avec l'América, en demi-finale de la Leagues Cup avec les Rayados, en demi-finale de la Conca Champions toujours avec les Rayados, et donc maintenant en demi-finale du Clausura. On en est à 6 demi-finales en 2 ans, c'est absolument incroyable. C'est une véritable malédiction. Je ne sais pas comment il va s'en relever. Normalement, lui devrait continuer. Ça va dépendre de lui aussi. On ne sait pas s'il va. Je crois, j'ai vu passer des papiers comme quoi, voilà, du côté du club, on a envie de le conserver. Alors en même temps, ces Rayados jouent bien, joue vraiment bien. Le match retour, la demi-finale retour face à Cruz Azul. Je ne comprends pas comment ils n'arrivent pas à écraser Cruz Azul. Il y a des occasions manquées. Je vous invite à aller voir les résumés sur YouTube. C'est assez exceptionnel. Il y a des ratés totalement dingues dans ce match. Voilà, c'est pour le coup, on est d'un pays très friand de malédiction. Je parlais de Cruz Azul, je vois du Vamos la Máquina. C'est contre lui que l'OM aurait dû jouer en demi-finale d'Europa League. Non, les deux auraient perdu, Pierre. On va revenir sur Cruz Azul dans un instant. Autre point intéressant quand même, le parcours des Chivas, parce que je sais que Chris est dans le chat et qu'il aime beaucoup Kadeko Way avec son bilan absolument fantastique. Mais mine de rien, les Chivas de Gago sont quand même pas passés loin de se faire l'América. Lors de ce qui a été quand même le 5e Classico national de ce début de saison. On est qu'en mai, on en a déjà eu 5, puisque c'était aussi une affiche de Conca Champions. Donc ils se sont encore fait sortir. Ils sortent quand même d'une saison assez intéressante, vu le bazar que c'est les Chivas, avec des joueurs qui, on va dire, ont quand même sous-performé. Alors on chambre un petit peu avec Kadeko Way, mais Chicharito, qui était l'homme attendu. Bon, le bilan est assez terrible. 12 matchs disputés. Et en 12 matchs, Chicharito n'a tiré que 8 fois au but, dont 4 tirs cadrés. Et il a perdu un duel sur 2. Vous voyez dans l'autre sens, vous pouvez dire qu'il en a gagné 1 sur 2. On va quand même pondérer pour dire que Chicharito n'avait pas fait la préparation d'avant-saison. Et donc, on va attendre de voir ce que peuvent donner ces Chivas avec une vraie préparation pour tous les joueurs et pour la 2e saison de Gago. Mais pour l'instant, franchement, c'est pas si mal. On va attendre, on va pondérer parce que on va attendre avec
Petit point de suspension parce qu'on ne sait pas trop de quoi va être fait l'avenir, parce que Fernando Hierro est annoncé partant du côté d'Al Nasser. On entend un petit peu tout et son contraire. Normalement, il devrait rester parce qu'il est quand même sous contrat, lui qui est jusqu'en 2026, je crois, lui qui est arrivé il y a 1 an et demi, mais ça chauffe apparemment du côté d'Al Nasser. Ça parle déjà d'un Néerlandais pour prendre sa place, et dans ces cas-là, on peut aussi se demander si Gago resterait. On va rappeler quand même que les Chivas sont quand même les spécialistes des nouveaux projets tous les 2 ans. Et là, on serait sur Gago, sur un projet au bout d'une seule saison, hein, concrètement. Bref, on verra, mais en tout cas, dans les points à noter, le bon parcours des Chivas. Euh, on va donner un mauvais point pour Toluca. Il y avait beaucoup d'espoir sur Toluca, qui est pas assez spectaculaire, mais bon, voilà, qui a choc d'entrée de quart de finale. Et on va évidemment parler de Pachuca. On est obligé de donner un mot sur Pachuca parce que c'est probablement le plus grand club mexicain du 21e siècle, mine de rien. Ils sont passés à un rien quand même de sortir l'América parce qu'ils avaient mené à l'aller et au retour, et ils ont perdu la qualification à la 90e minute du match retour. J'avais prévu de vous mettre le but, j'ai oublié de le mettre, je suis en train d'y penser. Ils ont pris un but à la 90e plus 3, je crois, du match retour, ce qui fait qu'ils ont été éliminés à cause du classement, puisque l'América a fini premier au classement, et dans les tours de Liguilla, pas en finale, mais dans les tours de Liguilla, s'il y a égalité sur l'ensemble des 2 matchs, c'est priorité au mieux classé. Et l'América s'est donc qualifié pour la demi-finale sur un fil avec un but à la 90e minute au match retour. On les attendait pas forcément tout de suite prêts, quand même, mine de rien, parce que ceux qui ne savent pas, Pachuca, c'est connu pour marcher sur des cycles de 2-3 ans. En gros, ils ont des gamins qui émergent, qui cartonnent, ils les perdent tous, ils repartent à zéro, et ils recartonnent, ils vont chercher 1 ou 2 titres, et ils perdent tout le monde. Le fait est qu'avec Almada, ça a fonctionné. Ils ont été quand même portés par un excellent tournoi de 2 hommes, le premier complet d'Oussama Idrissi, pardon, qui a fait un gros tournoi, et surtout par le retour à la vie de Salomon Rondon. Et donc Pachuca est déjà, j'ai presque envie de dire, en avance sur ses temps de passage, parce que ils font un bon tournoi, ils ont fait une bonne Conca Champions, donc ils sont déjà sur la bonne voie. Bref, je le disais, place à la finale. On m'a posé la question tout à l'heure de savoir si Cruz Azul avait bien fini la saison régulière. Et bien cette finale va opposer le premier, l'América, au deuxième, Cruz Azul, de la deuxième de la phase régulière. Alors c'est déjà arrivé, hein, c'est arrivé à 12 reprises. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2020. Et la chose qui est assez amusante, c'est que pour l'instant, on est à égalité 6-6. Vous savez ou pas, je parlais de malédiction tout à l'heure, qu'au Mexique, il y a une malédiction qui s'appelle la malédiction du super leader, qui veut que celui qui gagne la phase régulière ne termine pas champion. Voilà, donc on verra dans quel sens cela peut arriver. Une finale entre l'América et Cruz Azul, premier et second, c'est arrivé une fois. C'était lors de l'Apertura 2018, et l'América, qui avait terminé deuxième, s'était imposé notamment au match retour avec un doublé d'Edson Alvarez. C'était le 13e titre à l'époque de l'América, un titre qui permettait à l'América tout simplement de devenir le seul club le plus titré du pays. Mais bon, je parle de ce Classico Joven. On va quand même faire un petit peu de culture foot. Oui, ça sera le dernier match de l'América à l'Azteca. J'en parlerai on peut le dire tout de suite. Oui, c'est le dernier match de l'Azteca avant la remodélation, comment on dit en français? Oui, remodelage, reconstruction. Enfin, voilà, vous avez compris. Rénovation. Oh là là, c'est terrible d'avoir les mots espagnols qui viennent. Avant la rénovation de l'Azteca dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Je le disais, on va quand même en profiter pour faire un petit peu de culture foot. Parce que bon, on a cette fameuse finale qui arrive, ce Classico Roven. On va faire un petit peu de culture foot. Et justement, je parle de malédiction. On parle souvent de Cruz Azulear, de Cruz Azuleada. Si vous ne savez pas ce que c'est, en gros, pour résumer en assez simple, c'est devenu un verbe au Mexique. C'est-à-dire que Cruz Azul est connu, et le symbole de l'équipe qui est capable de perdre des matchs qu'elle ne devrait pas perdre, qu'elle ne peut pas perdre, qu'elle ne doit pas, qu'elle ne peut pas perdre. Choisissez le mot qu'il faut. Et évidemment, l'apogée de la Cruz Azuleada, le match le plus mythique de tout cela, c'est une finale entre l'América et Cruz Azul. C'est la finale du Clausura 2013, c'était il y a 11 ans. C'est vraiment l'apogée, même s'il y a un Classico de 2016 où Cruz Azul menait 3-0 après 25 minutes de jeu et perd le match 4-3 au 90 et 92e. Mais bon, l'apogée, c'est vraiment cette finale. Petit contexte de l'époque, l'América avait terminé deuxième de la phase régulière, Cruz Azul avait terminé cinquième.
En Liguilla, Tigres, qui avait été la meilleure équipe de la phase régulière, s'était fait sortir par les Rayados. L'América sort les Rayados en demi-finale, se retrouve en finale. De son côté, Cruz Azul, qui je le disais avait fini 5e, avait tapé les Monarcas, puis Santos Laguna. Et donc, on avait eu ce classico en finale. Et on avait un duel à l'époque de buteurs, pardon, entre le regretté Chucho Benitez et Mariano Pavone. Et ça va rappeler des souvenirs à certains supporters de River notamment. Bref, qui étaient à l'époque les deux meilleurs buteurs du tournoi. Alors, pour le contexte, Cruz Azul avait gagné le match aller 1-0 et était très bien parti, puisque Théo Gutiérrez avait ouvert le score au retour après 20 minutes de jeu à l'Azteca. Le match n'avait plus bougé jusqu'à la 88e minute avec une tête d'Aquivaldo Mosquera qui égalise pour l'América. Ça ne suffit pas puisque Cruz Azul a gagné le match aller. Vous allez me dire, bon, il reste une minute à jouer, on est tranquille, sauf que 92e minute de jeu, il se passe ça, cette image-là, ce corner qui vient de la gauche, et l'homme qui plonge là, qui place sa tête, qui est déviée devant le gardien, c'est Moisés Muñoz, c'est le gardien de l'América. 80, vous voyez le chrono, 90 plus 2, il restait 50 secondes à jouer, même pas 20 secondes à jouer dans le match. Le gardien de l'América arrache la prolongation. Ils vont ensuite au tir au but et Moisés Muñoz arrête le premier tir au but de Javier Orozco. Le deuxième tireur de Cruz Azul glisse et l'envoie dans les tribunes de l'Azteca. L'América met ses 4 tirs au but et est donc champion. Et je le disais, ce match, c'est la quintessence de ce qu'est la Cruz Azuleada, cette malédiction qui a été lancée depuis 97. Et comme on parle et comme vous voyez ce but de Moisés Muñoz, bah, je vais vous en profiter, hein, je le disais, on fait un peu de culture foot, je vais vous montrer un petit document. On l'a interrogé, nous, Moisés Muñoz, on avait été voir l'América en 2016 pour le centenaire du club, hein, vous verrez, vous reconnaîtrez peut-être avec les vêtements que porte le gardien de l'América à ce moment-là. On l'avait interrogé, Moisés Muñoz, justement sur ce but. Je vais vous faire écouter ça, un document qu'on n'a jamais diffusé, donc on va en profiter ce soir. Si vous êtes en train juste d'écouter, passez sur la vidéo, parce que forcément Moisés Muñoz, il parle en espagnol, je l'ai sous-titré, mais je l'ai juste sous-titré, c'est pas doublé. Donc si vous ne regardez pas l'image et que vous ne parlez pas espagnol, vous n'allez pas comprendre grand-chose à ce qu'il dit. Mais voilà, je vous fais écouter Moisés Muñoz, ça dure à peu près 2 minutes et on revient juste après. Empezar no lo podía creer, o sea, cuando me tiré, cuando rematé de cabeza, de hecho caí un poco de lado, tratando de no perder de vista la pelota. Cuando veo que entra y que golpea las redes el balón, pues no lo podía creer, mis compañeros vinieron, me festejaron. En ese momento, te soy muy honesto, lo único que pasó por mi cabeza era regresarme a la portería para que continuara el partido, porque todavía se me fue tanto la noción del tiempo y que no sabía, yo pensé que todavía quedaban 10 minutos por jugar, no sé, pensé que todavía podíamos anotar el gol del triunfo, pero prácticamente estaba terminado el partido. Entonces yo lo único que quería era regresarme a la portería y no permitir que en un saque de media cancha me pudieran tirar a gol y me anotaran. Entonces ya después reaccioné un poquito, le dediqué el gol a mi esposa que estaba ahí también en las tribunas. Pero fue un momento en el que de repente sí no sabes ni qué hacer, o sea, y como tal vez nunca me había imaginado anotar un gol, no tenía nada preparado, entonces... Este gol. Exactamente, entonces no había como que un festejo que tuviera preparado, lo único que se me ocurrió hacer fue levantar las manos, correr, festejar con mis compañeros. Fue un momento, sin duda yo creo que el momento más grande en toda mi carrera, porque significó mi primer título con el equipo que yo más quiero dentro de la cancha. Si bien yo había sido campeón ya con Morelia, pero había sido campeón siendo el tercer portero. No me tocó ver un solo minuto en la cancha. De igual forma, lo disfruté bastante porque era el primero que conseguía. Pero cuando juegas y cuando lo puedes disfrutar y cuando tú te sientes parte de ese equipo que logró ese campeonato y sobre todo anotando un cabezazo, un gol de último momento, pues lo disfruté muchísimo más. Es una sensación indescriptible que incluso hasta ahora que lo recuerdo se me sigue enchinando la piel, siguen habiendo anécdotas, siguen habiendo historias, la gente me sigue preguntando en la calle y yo creo que por el resto de mi vida estaré recordando ese momento porque sin duda alguna fue el más grande.
Voilà, c'est Moisés Munoz hein, qui revient sur ce but. Et vous voyez à quel point c'est important pour lui. Il nous avait fait tout un discours sur ce qu'était être americanista. Il y a un article hein, sur Hello qui revient sur cet épisode-là. Je mettrai aussi le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez aller le voir. Mais donc voilà, c'était à l'occasion de ce Classico Rofen, la finale, l'occasion de faire un petit peu de culture foot, de revenir sur la Cruz Azulada et de revenir sur ce moment absolument incroyable. Pour la finale, je le disais, on est 11 ans plus tard, on se prépare au 5e Classico Rofen d'une finale. Je peux vous donner les précédents parce que je les ai notés, je les ai pas tous en tête, faut pas non plus abuser. 1972, victoire de Cruz Azul, 4-1. 1989, l'América champion 3-2 avec une victoire 3-2 sur El Estadio Azul et un 2-2 à la maison. Ah non, les deux matchs s'étaient joués à l'Azteca, pardon. En 2013 donc, vous venez de le savoir, et en 2018, côté Cruz Azul, on retrouve une finale pour la première fois depuis 2021. L'América, lui, vise ce que l'on appelle le bicampeonato. Chose assez rare, hein, le bicampeonato, c'est enchaîner 2 tournois consécutifs. C'est assez rare depuis 2000. Seuls les Pumas en 2004, Léon en 2013 et 2014, l'Atlas en 2021 et 2022 l'ont fait. On peut parler de Martin Anselmi qui a eu peur pour sa place en début de saison parce qu'il a été très contesté au départ avec Cruz Azul. Martin Anselmi qui est l'ancien d'Independiente del Valle qui a absolument tout gagné avec Independiente del Valle et qui emmène Cruz Azul en finale. On n'attendait pas Cruz Azul en finale. On va pas se mentir. Ils ont eu beaucoup de chance en demi, mais on n'attendait pas Cruz Azul en finale. L'Atlas du Grand Diego Coca, exactement. Voilà, je le disais, cette finale, elle a lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à 4h du matin pour le match aller, dans la nuit de dimanche à lundi à 3h du matin à l'Azteca pour le match retour, puisque l'América a fini premier et recevra donc, on le disait, dernier match dans l'Azteca tel qu'il est dans cette configuration-là avant la rénovation qui va pour la Coupe du Monde 2026 qui va fermer le stade. Je finis avec une dernière statistique si vous avez envie de vous amuser à miser là-dessus. L'América reste sur 4 victoires consécutives sur Cruz Azul qui a été initié par le 7-0 de 2022. Le but à l'extérieur ne compte pas de mémoire sur la finale. À vérifier, j'ai peur de te dire, tu vois, de confondre avec toutes les compètes que je suis, mais je crois qu'il ne compte pas. Voilà. Rendez-vous, je le disais, dans la nuit de jeudi à vendredi pour l'aller, dans la nuit de dimanche à lundi. Pour le retour, on en reparlera enfin. On en parlera la semaine prochaine. J'essaye de faire un article, je suis pas sûr parce que vous allez voir, je suis un petit peu occupé. Vous allez voir parce qu'on va en parler maintenant. On va terminer la partie news qui est un peu longue d'ailleurs ce soir, mais c'est pas grave, on est bien. On va parler de la Copa América 2024. C'est la dernière news de la semaine et c'est une annonce plus qu'une nouvelle. On va pas commencer à parler des différentes comment dirais-je, des différentes listes, des matchs amicaux qui arrivent, etc., etc. On aura bien le temps d'en reparler de tout cela. Non, l'annonce, je le disais, elle va concerner la prochaine Copa América. Alors, à moins que vous reveniez d'un long voyage sur Mars, vous savez que la prochaine édition se tiendra aux États-Unis à partir du 21 juin et avec une finale à Miami le 14 juillet, enfin dans la nuit du 14 au 15 juillet, 14 juillet sur place. Vous imaginez bien évidemment que Lucarno Posé va suivre la compétition. Le petit Chris va poser son morito, en tout cas sur quelques jours, parce que normalement il devrait être sur place pour suivre quelques matchs pour nous. Donc ça va être pas mal. Mais pourquoi aux USA d'ailleurs? Alors pourquoi aux USA? Bah écoute, je peux faire cette parenthèse-là. C'était prévu initialement en Équateur. Les circonstances sociales et de sécurité en Équateur avaient très rapidement, comment dirais-je, conduit le gouvernement et la fédération à dire non les gars, on peut pas. L'Équateur devrait organiser la prochaine en 2028. Et donc tout le monde s'est dit si on allait chercher des petites mallettes aux États-Unis avec des matchs où les places sont à $250 au lieu de 23 pesos équatoriens, voilà. En gros, tu vois, je te la fais courte, mais c'est un peu ça. Et du coup, on en a profité pour réunir Nord et Sud. Je peux vous montrer d'ailleurs les groupes, au cas où vous ne les connaîtriez pas, parce que c'est possible en fait. Finalement, voilà, il y a 4 groupes de 4, puisqu'ils sont 16. Il y a les 10 membres de la CONMEBOL et 6 équipes venues du Nord. Je ne vais pas revenir sur les processus de qualification, on aura peut-être le temps d'en reparler. Vous voyez les groupes: Argentine, Pérou, Chili, Canada dans le groupe A, Mexique, Équateur, Venezuela, Jamaïque dans le groupe B, États-Unis, Uruguay, Panama, Bolivie dans le C, Brésil, Colombie, Paraguay, Costa Rica dans le D. Juste pour vous rappeler que les 2 premiers de chaque groupe sortent pour les quarts de finale. Il n'y a pas de meilleur troisième ou machin. Non, on part directement en quart de finale pour les 2 premiers du groupe. Et ainsi de suite. Ensuite, quart de finale, demi-finale et finale. Enfin, une bonne Copa América, c'est mieux Nord et Sud. Le Nord est trop faible avec juste la Gold Cup. Le problème, c'est la façon dont les qualifs sont organisés au Nord qui peut poser problème. C'est-à-dire que tu as eu des équipes qui étaient qualifiées d'office.
quand d'autres ont dû passer par les qualifications. Je pense à Panama et à la Jamaïque. Et les 4 autres, États-Unis, Mexique, Canada et Costa Rica, étaient qualifiés d'office. Donc c'était un peu moyen sur le processus de qualification. Au final, on est d'accord, on se retrouve avec quand même les meilleures nations d'Amérique du Nord et centrale, hein, très clairement. Et forcément, les 10 représentants du Sud, elle va être forcément très intéressante footballistiquement parlant. On aura le temps d'en reparler. Hein. Vraiment, on aura le temps d'en reparler. Mais si je voulais parler de cette Copa América, et justement, c'est parce que je vais le coupler avec une annonce, c'est qu'on va pas la suivre de manière habituelle sur Lucarne Opposée. Vous savez, d'habitude, voilà, il y a des émissions quotidiennes. Là, il y avait la possibilité de faire des lives à chaque match. Ça va pas être possible cette année pour une raison très particulière. Vous le savez sans doute pour l'heure, ou en tout cas à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas de diffuseur français de la compétition. En tout cas, il n'y en a pas de diffuseur en France, mais il y en a ailleurs. Et j'ai été contacté, tout simplement, par Canal+ Afrique, qui a les droits de la compétition, qui va donc diffuser la compétition, qui va même mettre en place, qui va assurer la couverture complète de la compétition. Et ils m'ont juste, concrètement, contacté pour être avec eux. Donc concrètement, je vais être en plateau avec eux sur plusieurs émissions quotidiennes. Je ne vais pas vous donner les dates là, mais bon voilà, sur plusieurs émissions quotidiennes. Et je vais commenter les matchs. Enfin, je vais faire les deux en fait, concrètement. Donc c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir vous les commenter sur Hello. Je ne pourrai pas streamer en même temps. Donc voilà, concrètement, si vous avez Canal+ Afrique, vous verrez peut-être ma tête sur certaines émissions dès la première. Alors il y aura une émission quotidienne quotidienne, donc tous les soirs à 18 avant les matchs, 22h30 je crois. Non, c'est pas Bein Letco, c'est Canal+ Afrique qui a les droits et donc voilà. Donc je suis très content, franchement. Voilà, je trouve ça absolument, c'est trop bien. Je peux vous dire, si vous êtes très curieux, je peux vous dire les matchs que je vais commenter parce que j'ai la liste des matchs du premier tour que je vais commenter. Je peux vous la donner. Pérou-Chili, Équateur-Venezuela, Uruguay-Panama, Pérou-Canada, Uruguay-Bolivie, Canada-Chili. Voilà, c'est les matchs que je vais commenter au premier tour. Du coup, je ne commenterai pas de chez moi, non, je commenterai de Paris. Je serai en plateau sur plusieurs quotidiennes et je serai à Paris avec eux. Tout ça pour dire qu'on va s'organiser d'une autre manière. Je suis quand même assez content de pouvoir représenter Lucarne Opposée dans un grand média parce que ça reste un média monstrueux. Hein. Ça reste Canal+, donc à partir du 20 juin. Je le disais, ne vous inquiétez pas pour Hello, il va y avoir des choses quand même. On aura quelqu'un sur place, il y aura des comptes rendus quotidiens. Je réfléchis à d'autres formats pour le suivi de la compétition. Moi, j'aurai des jours off, donc il y aura probablement des émissions sur des jours off. Voilà, j'ai encore un peu le temps d'essayer de maturer ça parce que ça s'est fait là en très peu, en 10 jours, même pas. Vous comprenez aussi pourquoi j'ai été pas mal occupé ces derniers temps. Mais voilà, donc je tenais à vous l'annoncer parce que ça va aussi concerner comment Hello va fonctionner sur cette période. Mais voilà, je préférais l'annoncer. Il y aura des lives, hein, vous inquiétez pas, on fera des bilans à mi-chemin, etc. On verra. Je fais croquer sur les plateaux, je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Les consultants, je pense que ce sont les consultants de Canal+ Afrique, les traditionnels. Donc je t'avoue, je ne sais pas, j'ai pas la liste. Je sais, voilà. Donc voilà, écoute, merci Letco. Bon, en tout cas, ça fait, franchement, ça fait plaisir. Et puis c'est cool de pouvoir représenter Hello. Hello sur Canal, donc dès le 20 juin, hein, dès la première émission, avant le Argentine-Canada qui est le match d'ouverture. Voilà, je serai en plateau pour cela, mais vous inquiétez pas. Hello va évidemment suivre la Copa América, moi forcément, mais Hello aussi, donc on trouvera des moyens de vous offrir du contenu sur Lucarne Opposée pendant la compétition. Je ferai des allers-retours et je serai quelques jours consécutifs sur Paris. Donc si vous avez Canal+ Afrique à partir du 20 juin, vous verrez un peu de Lucarne Opposée dans les émissions et vous verrez surtout de la Copa América. Ça fait quand même plaisir qu'un média francophone diffuse la compétition, prenne les droits de la compétition. Donc voilà. Du coup, c'est Chris avec son burrito qui fera les lives. Je suis pas sûr, il sera au stade. Et alors, pour dire les choses très clairement, même s'il le voulait, il ne pourra pas. Je te le dis tout de suite, Chris, parce que voilà, Chris devrait être accrédité et donc dans les tribunes de presse. Comme on n'est pas détenteur des droits, il ne pourra pas filmer ni prendre de photos pendant les matchs. Et alors, pour assurer des lives, bon courage. Donc voilà, avec Vincent qui va insulter des mamans quand l'Argentine sera éliminée au premier tour. Mais voilà, peut-être qu'il y aura des choses d'organiser sans moi. On verra. On verra comment on va s'organiser. Mais voilà, vous inquiétez pas, il y aura des choses. Mais bon, je trouvais que c'était important de le préciser. Déjà aussi pour vous l'annoncer et puis aussi pour vous dire qu'il va y avoir des aménagements. Ça va pas être une Copa América comme d'habitude sur Lucarne Opposée. Mais bon. On va quand même bien pouvoir la kiffer cette Copa América. Voilà, on arrive au bout des news. On va passer au dossier tout de suite. Et vous savez quoi, on va envoyer le jingle parce que maintenant que ça marche, on va en abuser.
Et ça marche bien, hein. On va passer donc au dossier de la semaine qui va s'intéresser à un phénomène qui est de plus en plus inquiétant, pas pour les Européens, mais pour les amateurs de football sud-américain que nous sommes. Ce dossier, c'est le recrutement notamment par les géants d'Europe et par certains groupes de joueurs mineurs, en majorité sud-américains, mais pas que, parce que si vous avez les images, il y en a un que vous avez peut-être, ou peut-être que vous vous demandez qui est le garçon au centre sur cette image. On va en parler. Il n'est pas sud-américain. On va en parler dans un instant. Alors, on va essayer de commencer par poser un petit peu un cadre, on va dire juridique, parce que vous allez voir, il y a un cadre juridique à tout cela. C'est qui? C'est Justin Bieber. Il t'a donné la réponse, Chris, dans le chat. Oui, c'est vrai que j'aurais pu parler de cet Équatorien recruté par Dortmund aussi, garçon d'Independiente del Valle qui a 16 ans. Je ne l'ai pas mis dans ma liste, mais on va en parler dans un instant. Je voudrais juste fixer une petite règle, parce qu'il y a des choses assez amusantes, et notamment publiées par la FIFA. Parce que la FIFA a publié un guide qui s'appelle tout simplement le guide de protection des mineurs, guide pour la soumission d'une demande d'approbation pour un joueur mineur. Concrètement, il a été créé en 2001, ce guide. Il établit en gros le règlement du statut et du transfert des joueurs, et il interdit justement les transferts internationaux de joueurs mineurs. Alors depuis, il y a eu des règles qui ont été ajoutées pour, comme ils disent, renforcer le guide. Vous allez voir comment ça renforce. Ils l'ont modifié donc en 2009, en 2016 et en 2020. Vous voyez que ça s'accélère quand même sur ces dernières années. Et donc, dans ce règlement, il reste tout de même écrit qu'il est interdit de réaliser le transfert international d'un joueur de moins de 18 ans, donc d'un mineur, mais ces renforcements ont ajouté 6 exceptions. Alors, je vais vous les donner, elles sont importantes parce que vous allez voir, c'est un petit peu la boîte de Pandore. La première exception, c'est les parents déménagent pour des raisons qui ne sont pas liées au football. Voilà. Ils vont s'installer à l'étranger pour un travail ou pour des choses comme ça. Deuxième exception, le joueur a plus de 16 ans et il est transféré à l'intérieur de l'Union européenne ou de l'espace européen. Bon, ça va ne concerner donc en majorité que des joueurs européens ou vivant déjà en Europe. Vivant déjà en Europe. Troisième exception, le joueur, est situé dans un pays voisin du club dans lequel il va être transféré et surtout à moins de 50 km de la frontière commune avec une distance maximum de 100 km. Donc en gros, il est frontalier. Quatrième exception, le joueur déménage pour des raisons humanitaires et sans ses parents. Ça, c'est par exemple pour les réfugiés. On a des exemples nombreux en Australie, avec de joueurs qui sont nés dans des camps de réfugiés, notamment au Kenya, et qui sont partis s'installer ou qui ont migré vers les États-Unis. Vers l'Australie, pardon. C'est exactement ça, Zouchi. C'est pour ça que le Real avait été puni avec Odegaard et l'Atlético. Exactement, je vais en parler dans un instant. Donc ça, c'est la quatrième raison. Cinquième raison, le joueur est un étudiant effectuant ses études à l'étranger. Gardez-la en tête, celle-là, parce qu'elle est rigolote. Et la sixième, le joueur a vécu au moins 5 ans dans son futur pays. Bon, ça, c'est, on va dire, souvent pour des binationaux, donc ça sort un petit peu du cadre. Bref. Et justement, dans l'histoire récente, Zouchi en parle dans le chat, il y a eu des sanctions par la FIFA. On va évidemment évoquer le cas de Chelsea. La FIFA s'était attaquée aux Blues sur 14 transferts de mineurs. Il y avait Bertrand Traoré dans l'histoire, celui qui est passé par Lyon notamment. Le club avait été condamné à une interdiction de recrutement. En 2014, Barcelone avait été sanctionné de la même manière. En 2016, l'Atlético de Madrid et le Real Madrid avaient également été sanctionnés après une enquête de la commission de discipline sur la participation de joueurs mineurs à des compétitions, parce que ces petits rigolos s'amusaient à en faire jouer avec leur académie, et pas avec les pros. Bon, les amoureux comment dirais-je, des théories du complot souligneront que seul l'Atlético avait été sanctionné puisque le Real avait réussi à faire sauter sa sanction au tribunal arbitral du sport. Bref, il y a un cadre légal, il y a une FIFA qui est là pour protéger donc les mineurs. Vous voyez cette phrase qui est issue d'une vidéo justement liée à ce guide. Elle a pour responsabilité de fournir des conseils, assurer le bien-être des mineurs et de prévenir, dans la mesure du possible, toute mauvaise pratique pouvant leur porter préjudice. Alors vous imaginez que quand il y a eu les sanctions qui ont commencé à taper les gros clubs, il a fallu trouver une parade. La parade, elle est toute simple. Il suffit de leur faire signer des contrats quand ils sont mineurs, mais de ne les faire bouger que quand ils seront majeurs. Alors on n'est pas dans le cas donc d'un Léo Messi, puisque ça de toute façon c'est antérieur. On va pas parler non plus du Katake Kubo, parce que tout ça c'est antérieur, tout cela, mais c'est voilà. Donc là on est dans un exemple où on va donc maintenant faire signer des joueurs mineurs avant d'attendre leur majorité pour qu'ils rejoignent le club.
C'est le cas, par exemple, de Vini, qui a été signé quand il était à Flamengo encore, alors qu'il n'avait que 17 ans et qu'il n'avait joué que 17 minutes en professionnel. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il venait de signer son contrat avec Flamengo avec une clause de 45 millions et il signe quelques semaines plus tard au Real. Donc, on sait pourquoi il a signé son contrat avec Flamengo. C'était une rareté à l'époque, hein, entre guillemets, Vini, mais depuis, ça n'a fait que se multiplier. Alors, il y a évidemment Hendrik, qui est probablement le cas le plus connu, puisqu'il va arriver au Real, hein. Il a signé au Real en décembre 2022 alors qu'il n'avait que 16 ans. Il y a aussi le cas de, ça a été évoqué dans le chat tout à l'heure, mais de Kendry Páez, que vous voyez ici dans les tribunes de Chelsea, puisqu'il était invité lors d'une trêve à voir des matchs de son futur club. Kendry Páez, 16 ans, équatorien, qui va attendre 2025 pour rejoindre le club. C'est le cas aussi d'Estevan, qui va être le prochain, normalement, qui devrait arriver du côté de Chelsea. Il paraît que le PSG est dessus, machin et tout. Je crois que Vitor Roque avait 18 ans quand il a signé Zushi. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais il me semble qu'il avait un petit peu, qu'il avait déjà 18 ans. C'est pour ça aussi que je ne parle pas de Claudio Echeverri qui a rejoint City. Je peux vous le montrer en photo, mais Claudio Echeverri a signé à ses 18 ans à Manchester City. Donc, on n'est pas dans ce cadre-là. On est d'accord que ça reste jeune, mais ils sont plus mineurs officiellement. Donc voilà. Donc je parlais d'Estevan qui devrait arriver du côté de Chelsea, ou encore dans les prochains, puisqu'on est en train de parler des prochains. Le prochain argentin, ça pourrait être ce garçon, Franco Mastantuono, qui a 16 ans, convoité par le Real, et il paraît aussi un petit peu le PSG. Mastantuono, il a 16 ans, il débute avec River, il a marqué son premier but, il est devenu le plus jeune joueur de River à machin. On va voir les conséquences parce que je vais en parler de tout cela. Plus jeune joueur de l'histoire de River a marqué un but avec les pros. Bref, probablement il va aller. Lui, je crois qu'il est en bisbille avec le. Enfin, c'est soit Real, soit PSG, et apparemment, il aurait choisi Real. Bref, et je le disais, c'est l'âme sud. Mais vous allez me dire, oui, l'âme sud, c'est facile, les pays ont moins d'argent et tout. Oui, mais le garçon que vous connaissiez pas tout à l'heure, c'est lui, c'est Cavan Sullivan. Cavan Sullivan, il a 14 ans. Il vient de signer son contrat pro avec Philadelphie. Il a déjà signé avec City. Il rejoindra City en 2027, tout simplement. Donc, il a 14 ans. Il vient de signer pro avec Philadelphie et il va aller à Manchester City en 2027. Il va finir sa formation à Philadelphie puisqu'il est mineur. Et ensuite, il est là. Il ira là-bas. Donc, voilà où on en est. On détourne les règles. Tout simplement, on détourne les règles, et je vais même aller plus loin, même vous expliquer des choses assez rigolotes, c'est qu'il y en a certains qui commencent à parler de ce fameux point 5, ce fameux joueur est étudiant, vous savez, le joueur est un étudiant effectuant des études à l'étranger. Il y a des clubs qui commencent à approcher des gamins en leur disant on va financer tes études, tu vas avoir des bourses d'études, et donc le gamin devient un jeune étudiant qui vient effectuer ses études à l'étranger. Et ben voilà, merci Pierre, parce que c'est entre autres à lui que je pensais. C'est un club français, on va pas le citer, qui le fait, parce qu'on dit les grandes puissances européennes, tout le monde y tombe dedans. C'est un club français qui a fait ça, avec un joueur colombien, on peut le dire. Donc voilà. Donc ça, c'est la prochaine étape, c'est de dire on va te financer tes études, ne souriez pas. Plusieurs clubs français commencent à faire ça. Je parlais du PSG qui était sur Mastantuono, ils sont aussi sur Alen Obando, qui est un Équatorien de 17 ans, qui joue à Barcelona. Pour vous donner une idée, Mastantuono, Obando, en cumulé, c'est à peine 30 matchs pro à eux deux. Donc voilà. Et donc, pendant ce temps-là, on commence à voir malheureusement quelques dérives. Vous avez peut-être vu passer cette vidéo ce week-end. Ça, c'est la semaine dernière, pardon. Voilà ce garçon. Ce garçon s'appelle Matteo Apollonio. Il est entré en jeu face à Newell's en Copa Argentina pour le Deportivo Riestra. Vous voyez Verbanega presque quarantenaire. Et ce garçon, vous voyez sur les images, si vous avez les images, que ce garçon, il a quand même pas l'air bien vieux. Il a vraiment pas l'air bien vieux, vous allez le voir, je vous laisse défiler les images comme ça, vous allez bien pouvoir vous en rendre compte parce qu'il va y avoir un plan sur lui. Il a 13 ans, t'es pas loin du tout. Ce jeune garçon, Matteo Apollonio, il a 14 ans et 29 jours. Tout simplement. Voilà la tête de ce garçon. Il a 14 ans. Il vient de débuter avec les professionnels d'un club qui n'est pas un club majeur du football argentin. Pour vous donner une idée, le match s'est terminé en baston général et les commentateurs étaient inquiets en se disant il ne faut pas que le petit soit au milieu. Donc voilà. Il est encore tout gamin. On le voit, pour le coup, lui, on le voit. Et donc voilà, je vous rappelle quand même, parce que finalement, à ce rythme-là, le record va tomber. Je vous rappelle que le record du plus jeune professionnel
est tenu par un Bolivien qui s'appelle Mauricio Baldivieso. J'en avais parlé dans une vidéo dans un temps additionnel sur Lucarno Posé. Je vous mettrai le lien dans la description. Il avait 12 ans quand il avait fait ses débuts avec Aurora. Il avait été lancé par son papa. Je vous mettrai le lien, mais pour la faire courte, ça avait grogné très fort. Les dirigeants avaient râlé. Le père avait dit bah, si mon fils n'a pas le droit de jouer, je me casse. Bah, on lui a dit au revoir. Donc voilà, en Europe, c'est interdit de jouer avant 16 ans, heureusement. On va voir. On va voir jusqu'à quand. Mais bon, vous le voyez, donc derrière tout cela se pose quand même une question, celle de la protection des mineurs, tout simplement. Question qui n'est absolument pas évoquée, hein. Vous voyez, on parle de transfert, on parle de tout le monde y gagne, parce que les clubs européens donnent beaucoup d'argent, parce que les autres aussi gonflent un petit peu les clauses de libératoire pour se mettre plein d'argent dans les poches, donc tout le monde y gagne, entre guillemets, mais la protection des mineurs dans tout ça, que la FIFA est censée défendre, on ne sait pas trop où elle est. Les droits des enfants ne sont pas pris en compte dans ces logiques économiques. Et c'était un petit peu le côté provocateur du titre que j'avais donné au dossier, mais on est clairement dans un nouveau trafic de mineurs. On rappelle quand même que la Convention des Nations Unies, qui est la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, la CNUD, pour si vous aimez les acronymes, a 4 articles qui protègent et qui donnent des droits à ces enfants-là. Je vais vous les citer parce que c'est important. Vous allez voir pourquoi c'est important et pourquoi, bizarrement, ça donnerait un cadre juridique pour lutter contre ça, mais personne n'y va. Les articles 9 et 10 garantissent le droit de l'enfant à la vie familiale, y compris la protection contre la séparation d'avec sa famille, lorsque ce n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors, vous voyez qu'il y a un côté flou sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais surtout, c'est l'article 32 qui est important, parce que l'article 32 protège l'enfant contre l'exploitation économique, réaffirmant spécifiquement la nécessité d'établir un âge minimum approprié des conditions de travail correspondantes pour les mineurs, avec des sanctions adéquates pour les institutions qui ne s'y conformeraient pas. La vente et le trafic d'enfants sont interdits par l'article 35. Est-ce qu'un transfert n'est pas la vente d'un enfant? On pose la question. Vous voyez qu'il y a un cadre pour en parler. Comme tu le dis, Letko, vu la situation sociale des familles et vu la situation sociale des pays dans lesquels ils sont ciblés, ça risque malheureusement de se multiplier, ça risque de descendre, on le voit, on commence à faire jouer des gamins de 14 ans en Coupe d'Argentine, pas en championnat, mais tu pouvais assurer qu'il va pas tarder à arriver. Alors on a eu des exemples là, par le passé de joueurs qui sont arrivés à 15-16 ans, hein. Pelé, Maradona, Kun Agüero, c'était 15 ans, mais c'était des raretés. Là, on va en avoir de plus en plus. Il y a un cadre, justement, sur lequel s'appuyer pour travailler ce droit de la protection. Personne ne va dessus pour l'instant. Il n'est jamais question d'accompagner l'enfant, juste recruter un gamin. Et puis, il y a une autre conséquence. Donc là, il y a tout cet aspect protection de l'enfance, protection de l'enfance concrètement, protection des droits de l'enfance, trafic d'enfants, vente de mineurs. Parce que c'est de la vente de mineurs, même s'ils rejoignent le club en étant majeurs, ils sont vendus quand ils sont enfants. Il va y avoir aussi une autre conséquence pour ces gamins-là. Une conséquence, imaginez toute simple, au cas où le gamin, parce qu'on parle d'enfants qui sont en pleine puberté, qui n'ont pas terminé leur formation corporelle, leur développement corporel. Si le gamin a 18 ans, un gamin à 14 ans, c'est pas un gamin à 18 ans. Si le gamin se pète avant, s'il a un souci de croissance ou des choses comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si le gamin venait à échouer une fois déraciné? Que va-t-il se passer concernant sa carrière? Un gamin qui commence une carrière professionnelle à 14 ans ou qui commence à jouer dans des clubs comme River Plate à 16 ans, vous imaginez bien qu'à 33 ans, il jouera plus. Donc toute cette question-là se pose. Et puis il y a la question du développement du football local. Vous savez, celui que la FIFA défend tout le temps, défendre le développement du football, etc. Parce qu'on ne va pas se mentir, ce pillage-là, il y a ce pillage-là de ces futures promesses, parce que ce ne sont que des promesses. Donc, entre guillemets, si on parle du point de vue des clubs, de ces richesses-là, donc voilà, ce pillage-là, il faut quand même ajouter que la plupart des gros clubs européens ont installé des espèces d'académies fantoches dans différents pays, notamment en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Il y a des PSG Academy un petit peu partout. Il y a aussi ces clubs qui ont été rachetés par des groupes pour défiscaliser et pour... voilà. Et puis, il y a ce côté, forcer la main des clubs locaux, dont l'économie vacille absolument et dont la seule richesse a forcément moins de 18 ans pour justement faire jouer ces jeunes talents le plus rapidement possible sur le point local pour que les gamins jouent concrètement avec des pros et pour ensuite les enlever à 18 ans pour aller les reformater. Et ça, c'est une autre question qui va se poser, qui est sous-jacente derrière. On sort du cadre de la protection de l'enfance, mais on parle de football de manière générale.
il va être aussi à un moment question de défendre les identités footballistiques. On a vu l'Argentine qui a renoué avec son passé footballistique depuis l'arrivée de Scaloni et qui du coup se met à regagner des titres. Mais de manière générale, quand un gamin est prêt à 18 ans pour être envoyé dans un club européen, pour être reformaté, c'est clairement le terme, hein, pour être réadapté au football européen, il va y avoir cette perte d'identité, ce qui fait sa différence. Alors je sais que ça sonne un petit peu hein, comme le romantique qui s'accroche à son football d'avant, mais le danger est réel et le danger est plus vicieux que cela parce que ça s'adresse aussi aux générations d'après. Bielsa disait par exemple que les enfants ont besoin de s'identifier aux idoles pour pouvoir grandir. Ils ont besoin de s'identifier aux idoles, ils ont besoin de les voir, de les toucher, de les croiser, donc de les voir au pays, d'aller pouvoir voir des entraînements, de les voir au stade. Si les gamins se barrent à 18 ans, ils ne les voient pas. Ces grandes puissances-là vont les en enlever. Donc on est sur un phénomène de pillage de ces grandes puissances. Et l'avenir des footballs locaux dépend de cela. Est-ce qu'on va tous tomber dans un Brésil qui essaye de jouer à l'européenne et qui perd son jeu, qui, lorsque un Fernando Diniz et son jeu très brésilien après l'intérim se retrouve avec 23 joueurs totalement paumés sur le terrain parce qu'ils ne parlent pas ce langage-là, on peut arriver de cela. Alors je sais bien que bon nombre d'entre vous sont supporters hein, de clubs de grande puissance, on est tous dans le cas, hein, que tout le monde aime bien voir arriver un jeune Craquito, un Pépito, appelez-le comme vous voulez, mais voilà, il suffit quand même. Voilà, l'idée c'est de se poser la question sur cette méthode-là, de se demander si ce jeu en vaut la chandelle, s'il est utile de cautionner un tel pillage, une telle exploitation outrancière des richesses que sont ces joueurs-là d'autres pays et de voler ces identités-là. En gros, est-ce que ça vaut le coup de piller les terres et de voler les âmes, concrètement, pour dire les choses. Et n'oubliez pas, quand même, si vous avez un petit peu peur, si vous vous dites ouais, tranquille, regardez quand même ce qui se passe en France, regardez la situation des joueurs français, regardez l'âge auquel les joueurs français quittent leur club. Parfois, alors il y a des succès, très bien, parfois très bien. Matistel n'a quasiment jamais joué avec le Stade Rennais. C'est un exemple. On sourit toujours en parlant de la Farmers League pour la Ligue 1, mais quand même, imaginez les conséquences que ça peut avoir sur le football local. Voilà. Donc c'est aussi ça dont il est question dans ce dossier. Oui, Pogba, par exemple, voilà. Vendre un joueur à 18 ans et à 16 ans, c'est pas le même prix. Non, on est d'accord. Le seul gamin surmédiatisé qui a réussi à faire une belle carrière, c'est Xavi Simons pour l'instant. Pour l'instant, oui, enfin, elle est compliquée au départ, hein, sa carrière à Xavi Simons. Voilà. Et pourtant, voilà, on pose cette question-là sur le côté, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des joueurs aussi jeunes? Est-ce qu'on n'a pas besoin de les laisser grandir tranquillement, de les laisser... Parce qu'on a des exemples, on a un exemple. Alors, si vous me connaissez, vous savez où je vais aller. On a un exemple d'un joueur qui a pris le temps de grandir, de mûrir, de grandir au pays, d'enchaîner plus de 100 matchs, plus de 120 matchs, je crois, avec River Plate, notamment en professionnel. Il a franchi toutes les étapes tranquillement, les unes après les autres. Et il a grandi, il a gagné avec son club, il est une idole, 122 matchs avec River, j'étais en train de vérifier. C'est Julián Alvarez, forcément. J'aurais pu remonter jusqu'à Neymar, hein, parce que Neymar est parti de Santos assez tard aussi finalement, ils ont réussi à le retenir, mais bon. Julián Alvarez, c'est l'exemple le plus récent, on est dans le post de toutes les modifications qui sont arrivées depuis. Et voilà, et au final, comme bizarrement, ça marche. Ça marche. Comme quoi, il n'y avait pas besoin d'aller déraciner Julián Alvarez. Et pour vous donner une idée, parce que j'insiste et je le rappelle assez fréquemment, Julián Alvarez a débuté milieu de terrain à River Plate. Il n'était pas attaquant, il jouait au milieu de terrain. Je vous invite à revoir la finale de Libertadores qu'il a dans les mains en 2018 et vous verrez qu'il entre en jeu à la place d'Ezequiel Palacios au milieu de terrain dans la finale de Madrid. Voilà, il était milieu, il a pris le temps de grandir, il a pris le temps de finir sa formation et comme par hasard, il était prêt pour faire le saut en Europe. Donc voilà, Neymar est resté jusqu'à 21-22 ans alors qu'il a commencé à 16 ans aussi. Ouais, mais Julián a commencé tôt avec River, il est resté jusqu'à 21 ans. Les mecs, Neymar a plus de 150 matchs avec Santos. Ils sont partis en aussi rendant ce que ils ont donné, ce que le club leur a donné. Et donc ça démontre quoi? Qu'il n'y a pas besoin forcément de déraciner un gamin pour qu'il se mette à briller et pour qu'il brille sous vos couleurs. Et je sais pas très franchement si ça vaut pas plus cher, si c'est moins cher d'acheter un gamin à 16 ans, mais peut-être qu'à terme ça sera pas moins cher d'acheter un gamin à 16 ans. On le voit par exemple avec le cas Esteban du côté de Chelsea, puisque on est en train de parler de sommes absolument terribles, absolument terribles. On reverra jamais un run à la Neymar de Santos en Libertadores, ouais ça va être compliqué. Non mais voilà, mais tu vois on a ces souvenirs là, on est sur des garçons qui ont des centaines de matchs avec les pros. Même Hendrik qui arrive au Real n'a pas autant de matchs avec Palmeiras. C'est ainsi qu'on va conclure ce dossier. C'était important d'en parler un petit peu. Juste, j'ai presque envie d'y réveiller les consciences là-dessus. Demandez-vous si vous devez vous réjouir de voir un Équatorien de 17 ans débarquer dans votre club. Je suis plus pour qu'on laisse un joueur grandir
Aujourd'hui, on veut tout trop vite, comme en NBA. Si un joueur a 23 ans, il pense qu'il pourra jamais être un grand joueur. Ça va avoir d'autres conséquences, on est d'accord, Zouchi. On parlait fréquemment, alors c'est vrai que souvent on pointe l'Afrique, alors que l'Amérique du Sud c'est pareil, hein, il y a des triches à l'âge. On sait que dans certains pays d'Afrique, on considère qu'à 21 ans c'est fini, c'est trop tard, donc pour ça que certains trichent, ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver, ces mouvements de triche à l'âge, il y a c'est pareil, hein, en Am Sud il y en a. Donc oui, le problème c'est ça, c'est les dérives que ça va occasionner, et il n'y a pas de cadre qui régit véritablement ça. On est en train d'autoriser quelque chose, on a ouvert une boîte qui est absolument dangereuse, qui est dangereuse pas forcément pour les clubs, parce que tout le monde est gagnant dans l'histoire, mais qui est dangereuse pour des gamins, tout simplement. Cheikh Diabaté en parlait du déracinement, c'était hyper émouvant. Mais on n'en prend pas compte, on n'en prend pas du tout compte. Et tu vois, là, en fait, on est en train d'ajouter deux choses. C'est-à-dire que, bon, je prends l'exemple d'un gamin comme Kenry Paes. Il a 16 ans. Il sait que dans 2 ans, il va à Chelsea. Donc, il a cette carotte. Il va à Chelsea. Bon, Kenry Paes, c'est différent parce que lui, il commence à accumuler les matchs. Mais bon, bref, quand même. Il a 16 ans, il a cette carotte Chelsea qui arrive là-dessus. Ça le met dans un état d'esprit très particulier. Il est pas, voilà, il est déjà arrivé en fait. Et donc c'est très différent. Et quand il va arriver à Chelsea, s'il choque, il va lui arriver quoi derrière? C'est ça le problème. Et il ne sera pas accompagné. C'est clair qu'il ne sera pas accompagné. Vous voyez, il y a un cadre. Il est interdit de vendre des mineurs. Il y a un cadre qui existe. Il y a une convention des Nations Unies. On peut s'appuyer dessus. Si les gens ont envie de s'attaquer dessus, comptez pas sur les clubs pour le faire. Comptez pas sur les agents pour le faire. Tout le monde y gagne. On est dans de l'exploitation de mineurs et c'est là où c'est dramatique. Voilà, on arrive au bout de l'émission. C'était un plaisir de vous retrouver. On va se retrouver fin de semaine hein, pour un live MLS samedi soir. On a un joli programme dans la nuit de samedi à dimanche à 1h30. Il y a notamment un Atlanta LAFC qui s'annonce plutôt sympa. Donc il y aura une soirée MLS samedi soir hein, donc dans la nuit de samedi à dimanche. Ça sera le prochain rendez-vous. Et puis sinon, on se retrouvera bien évidemment. On se retrouvera lundi prochain. À quand un live argentin? C'est une bonne question quand on aura des matchs sympas le dimanche à 23h, si tu vois ce que je veux dire. Si c'est pour me taper des River Instituto, des River Central Cordoba, c'est pas trop excitant à vendre. Je suis en train de regarder ce qu'il y a la semaine prochaine. Voilà. Voilà. Gymnasia La Plata Banfield à 22h45. Je veux bien faire l'effort, mais il faut pas abuser quand même. Tu vois ce que je veux dire? Le demi-Chili's Ball. Ouais, non, voilà. Mais pour vous donner une idée, Boca joue en même temps que la MLS. Donc on peut regarder. Remarque, c'est Boca Talleres. Donc on peut regarder on aura de côté ce week-end. Et River Argentinos, c'est à 20h samedi. Donc je peux pas. La finale de Liga MX, c'est à 4h du mat. Ça va être trop compliqué. Non, ça va être trop compliqué dans la nuit de dimanche à lundi à 3h du mat, ça va être trop compliqué, je pense. Mais bon, bref, au minimum, voilà, on va garder ça là-dessus. Au minimum, samedi, aux alentours d'1h du matin, on fera de la MLS parce que c'est à des heures tranquilles. La finale ACL retour, oui, je peux pas, c'est trop tôt. C'est trop tôt, let's go. C'est pareil, il y avait des trucs où on se disait avec Baptiste, lui qui est en Corée, mais pour l'instant, l'Asie, c'est compliqué. Bref, voilà. En tout cas, ravi de vous avoir retrouvé. La finale LDC Afrique, j'ai personne et j'ai absolument rien suivi de la saison africaine Red. Donc là, je peux pas. Je vais pas sur des territoires que je ne maîtrise pas. Donc l'Afrique, pour l'instant, j'avoue, j'ai plus personne sur Hello, donc non, je ne vais pas sur des terrains que je ne maîtrise pas. Voilà. Bref. On se retrouve samedi au minimum pour la MLS. Merci à vous tous d'avoir été présents sur cette émission qui a été déprogrammée du lundi pour passer à mardi. On se retrouve lundi prochain pour la prochaine lucarne américaine, le numéro 5. D'ici là, bonne semaine, bon match au pluriel parce que là, il y en a quand même quelques-uns. Et donc, au minimum à samedi, sinon à lundi prochain pour la prochaine lucarne américaine. N'oubliez pas les Golasso Hello, n'oubliez pas de laisser des pouces partout sur les différentes plateformes. Ça nous aide, il paraît. Bref, j'en sais rien, mais... Voilà, il fallait le dire. Allez, salut à tous.